Et allez, on démarre donc du coup. On va pouvoir mettre nos filtres cette semaine. Donc, les notes. Lundi 16. Lundi 16 février, donc férié. Demain. Mardi 17. Mardi 17. On va avoir. Pas grand-chose là. 16h, indice des tendances de l'emploi, ça oui. Non, on ne voit pas. De l'emploi détaillé, ils ne sont pas. Donc 16h, indice des tendances de l'emploi. Mercredi 18. Mercredi 20h, 18h45, pardon. Mardi 18h45, Barr, le vice-président de la Fed, et 20h30 Dali. Mais bon, non. Si 20h30, il faudra faire attention. Ce sera le démarrage du live du soir. Vendredi, il n'y avait pas de live. Et non, j'ai oublié de l'envoyer et j'ai vu que tu ne l'avais pas fait. Bon, comme personne ne l'a dit sur le machin, moi, j'ai dit, ça va. Alors, c'est qu'ils ont fait une belle journée, je me suis dit. Donc. Allez, 13h, tout hypothécaire, 35. Ouais, Max nous avait dit qu'il fallait arrêter vendredi parce que sinon après ça devenait dangereux. Donc nous l'avons écouté. On avait fait surtout une belle journée, donc ouais, c'était dommage de se gâcher le week-end, quoi. C'est ce que j'ai pensé aussi. Bravo. Alors, 14h, commande de biens durables, ça je vais le marquer. Permis de construire, je vais me marquer aussi. Indice Red Book 14h55, Red Book. Bonsoir Agnès. 15h15, utilisation, production, tout ça c'est hors marché. 17h, par contre GDP d'Atlanta, 17h, GDP d'Atlanta. 20h, minute de la Fed. Ce sera tout. Tac, tac, tac. Le 19, discours de Bostic. On va démarrer avec un discours à 14h. L'indice fait 14h30. 14h30 Bowman aussi, donc 10 minutes après Bostic. Et normalement, normalement, on doit avoir les inscriptions au chômage, qui sont quand même importantes. Inscriptions au chômage. Kashkari à 15h. Kashkari qui est plutôt connu pour être faucon. Promesse au logement et donc 16h GDP Atlanta. 16h30 Goldsby, il faudra faire attention parce qu'on a tendance à y être encore. Goldsby, on va faire attention à son discours. Ça sera fini. Tac, tac, tac. Et 19h, le Tips 30 ans. Voilà. 20 février, donc du coup, on aura le PCE Core, tant attendu, mesure préférée de la Fed. Kiko, Christelle, mesure préférée de la Fed. Et suite à la publication donc du CPI, donc qui a été plutôt bonne. Donc ça va être très 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 regardé. Le CPI a sauvé la semaine du Nasdaq, on va le regarder. Et on va avoir le PIB en même temps, donc on a une publication quand même de plusieurs éléments, de plusieurs données économiques importantes vendredi. Ça va aller dans tous les sens, alors.
Ça va pas aller que dans un sens. Sur la bougie, non, ça va aller dans un peu tous les sens. Hello, Christelle. Hello, hello. Revenus des ménages en plus, consommation personnelle en plus. Donc, il y a des dépenses de consommation, de PIB, de prix, ça va faire beaucoup. Donc, oui, cette bougie, elle va être violente. 15h45, on aura les PMI le même jour. Donc, pareil, deux informations cruciales. Ça marquez le vous vraiment en gras, en rouge, où vous voulez. Mais 15h45, vous serez dans l'excitation de l'ouverture du marché qui sera forte après la publication de tous les éléments de 14h30. Donc, vous pouvez rester tête baissée, ne pas voir 15h45 et avoir une bougie qui vous fait sauter, quoi. Donc, ce serait vraiment dommage. 16h, ben donc c'est l'indice Michigan, toutes les informations de Michigan. On sait que c'est ce que critique Powell, mais il reste que c'est publié et que ça donne quand même une tendance, notamment sur la consommation américaine qui commence à faire à interroger. Hein. On l'avait vu justement, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de l'année déjà. 19h15, on aura Logan. Donc tout se passe vendredi. Hein. Et après, ce sera bon. Voilà, donc tout se passe vendredi. Si je ne m'abuse, on va quand même contrôler parce que là, on ne devrait pas tarder à avoir les résultats aussi de Nvidia qui devraient tomber bientôt. On va le regarder directement en ligne. Et à où pour que ça apparaisse, là, cette page? J'ai cliqué sur résultats à la place de calendrier. D'accord, merci. Tout en haut, à la place de calendrier économique, j'ai cliqué sur résultats. Ok, merci. Donc non, c'est pas cette semaine, mais c'est bientôt. Hein. Mince, 25 février, donc c'est bientôt, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Hein. Voilà, donc 25 février, il y aura les résultats de Nvidia qui tomberont le mercredi soir après clôture. Donc forcément, il y aura un gros impact. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder on a eu une surprise de taille donc mardi dernier avec la publication des chiffres de vente au détail aux États-Unis. Pour le mois de décembre, il n'y avait aucune progression mensuelle sur cette publication. On va revenir dessus. Alors que le marché s'attendait, lui, justement, à une hausse, hein, il tablait sur une hausse de 0,4, hein, parce que ça avait quand même progressé, donc il tablait sur une hausse, mais avec un petit ralentissement par rapport à la publication d'avant, puisque ça avait progressé avant ça de 0,6. Et il a eu en retour, attendez, calendrier économique, je n'ai pas les filtres, hop, afficher, tout. Personnaliser les dates, appliquer. Hein? Ah, c'était mars. Ah, mince. Alors, attendez, c'est pas ça. Je suis désolé, je cliquais pas bon. Donc, voilà. Donc, mardi, on a eu une publication, comme je vous disais, hein, des chiffres de vente au détail, hein, avec donc un ralentissement, en fait, alors qu'on tablait sur une progression qui ralentissait, mais là, on n'a pas eu de progression.
Donc, on a eu quand même cet effet de surprise un petit peu sur le consensus. Autre mauvaise surprise sur la consommation, on a eu le retail le Retail Control Group, c'est un sous-ensemble en fait plus restreint des ventes au détail qui, lui, en fait, normalement reflète la demande fondamentale en fait, des consommateurs et exclut les éléments les plus volatiles sur le marché. Et ça, c'est ressorti en baisse. Il s'est contracté, il est ressorti en baisse de 0,1%. OK. Et il a été surtout le chiffre précédent de novembre révisé. C'est-à-dire que normalement, en novembre, on devait avoir 0,4 et il a été révisé. Vous voyez, révision de 0,4 à 0,2. Ça veut dire qu'on avait, en plus du déficit de ce mois-ci, un ralentissement plus noté sur le mois de novembre. Donc, c'est des données qui sont décevantes et qui ont fait forcément émerger des craintes avant la publication donc, du rapport sur l'emploi, une publication qui avait été décalée donc, du coup, suite au petit shutdown de 3 jours que l'on avait eu la semaine d'avant, quelques jours auparavant. Et finalement, en fait, les chiffres, eux, de l'emploi, ils ressortent complètement de manière assez surprenante, assez positifs, avec donc une meilleure qu'attendue. 130 000 emplois créés en janvier contre un consensus qui était plus proche des 70 000. On a un léger repli du taux de chômage qui recule un petit peu. 4,3% contre 4,4% le mois précédent. Et on a une progression des salaires qui est toujours assez confortable, de 3,7% en variation annuelle. Donc, un rapport sur l'emploi qui est plutôt satisfaisant pour le mois de janvier, mais qui contraste donc avec les chiffres décevants de la consommation en décembre. Consommation de décembre qui est censée être une consommation assez forte sur la période, puisque la période de décembre, c'est une période propice à la consommation. Et donc, ça n'offre pas pour l'instant d'arguments supplémentaires à la Fed pour procéder à de nouvelles baisses de taux. Et donc, c'est pour ça que les chiffres de l'inflation de vendredi, ils étaient ultra importants, parce que même s'il s'agit que des chiffres du CPI et que c'est les chiffres qui arrivent ce vendredi qui vont le plus compter pour la Fed, puisqu'on le sait qu'elle se focalise surtout sur l'inflation PCE, ils vont quand même donner un sentiment, ils ont quand même donné un sentiment déjà de ce que peut être le PCE qui va arriver, et aussi par rapport au degré de pression en fait qui s'exerce sur les prix. Et donc, par ricochet, sur les consommateurs. Et comme les consommateurs inquiètent un petit peu, forcément, c'était très important d'avoir un CPI qui sorte dans les clous, voire en baisse. Et en fait, donc, on attendait un CPI à 2,5% en janvier, sur une année glissante, et on a eu un CPI sorti à 2,4. Dans le corps, on était pile dans les attentes, dans le CPI Core. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a assez soulagé le marché, parce que quand même, un CPI qui retombe effectivement à 2,5%, 2,4%, c'est son plus bas niveau en près de 5 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt bon, pour pas dire quand même qui soulage vraiment le marché. Si on avait eu une statistique qui ressortait avec donc une inflation plus proche des 3% ou qui avait remonté, en ayant les mauvaises nouvelles sur la consommation et de l'inflation, il y aurait eu un petit cocktail là, avec une possible stagflation qui aurait énormément déplu au marché, parce que ça aurait déplu à la Fed. Et donc, il faut espérer que, pareil, vendredi qui arrive, le PCE confirme cette tendance du CPI, parce que sinon, ça peut très vite, très vite devenir rouge sur le marché. Donc, on va basculer assez rapidement, en fait, cette fois-ci, sur le graphique du marché, parce que finalement, les graphiques, si vous voulez, vont être en lien direct avec justement, voilà. Alors attendez, je cherche parce que j'avais préparé une fenêtre. En lien direct justement avec
ce que l'on peut analyser C'est ce qui aide le plus. et voir. Pardon? Ce qui aide le plus, le graphique. Moi, c'est ce que je préfère. Ça me parle plus que... Voilà. Et là, hop, il est là. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? C'est que quand même, on est sur une pression graphique qui est assez importante, hein, avec, on voit bien des points quand même qui ont beaucoup de mal en fait à récupérer, parce que là, on est en journalier. Donc, on a eu un top vers le mois d'octobre. On a eu une longue période. Regardez, on était du 29 octobre au 21 novembre, donc en même pas un mois, on avait perdu quand même de 2500 points. On a mis du 24 novembre, regardez, ici au 27 janvier, donc on a mis quand même 2 mois à récupérer cette perte-là. Et là, finalement, en quelques jours, hein, puisque du 27 janvier au 6 février, on a déjà recollé presque à toute cette baisse, hein, si on regarde, puisque on est venu taper un point bas à 250 donc on était à 250 points de la même montée. Donc, on est vraiment sur le cas classique du double top, hein, clairement, en termes de durée. Et en termes de potentiel, on va voir que y a quand même pas mal de points qui peuvent laisser penser et qui vont laisser penser que cette rotation, comme je vous avais parlé, cette rotation sectorielle qui s'opère sur les marchés, due notamment au fait que, il y ait trop. Alors attendez, j'ai fait des notes là, pour pas trop m'éparpiller non plus après quand je vous parle. Donc, l'interprétation, en fait, elle est due, cette rotation un peu sectorielle, elle est pour une fois due à l'IA, mais pas sur l'IA. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire que on sent un petit peu, donc, du coup, comme je dis, cette apesanteur sur le marché. Pourquoi apesanteur? Parce que finalement, on est dans un range, hein, qu'on peut assez identifier, un gap de, allez, même si on prend de 500 ou 1000 points, qui peut, pour voir la durée, s'il est d'un trimestre ou d'un peu moins d'un trimestre, selon que l'on le prenne sur 1000 points ou sur 500 points. Mais en tout cas, dans l'idée, on est sur un range. Et ce range, pourquoi il est intéressant? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ce range, on voit qu'il ne vient pas se passer sur des points les plus hauts. Il a beaucoup de mal à être dans le range, mais en tâtonnant le point haut, mais qu'il tâtonne beaucoup plus le point bas dans le range. Donc, on est plutôt sur un range, mais avec une pression baissière. Pourquoi on est sur un range avec une pression un peu baissière? C'est parce que on a quand même une rotation, donc du coup, des sectorielles, et qui fait que l'IA n'en profite pas directement par sa peur, l'inquiétude qu'ont le marché sur l'endettement face au capex des entreprises de l'IA. Et donc là, on a c'est vraiment un climat sur le marché qui est assez particulier, qui est assez bizarre. C'est ça qui crée un petit peu cette apesanteur un petit peu dans une zone. C'est que d'un côté, on se dit l'IA est en train de détruire certaines entreprises, comme je vous avais dit, comme on l'avait vu, d'analyse financière, de marketing, de développement commercial, etc., de software, et même au sens plus large de certains potentiellement outils, pourquoi pas même de juridiques, comme on l'avait vu sur certaines parties, qui ont un peu surpris, on va dire, le marché sur certains points, en se disant, mais même ces secteurs-là peuvent être touchés par l'IA, et quelque part, il y a des valos qui du coup se retrouvent valorisés par rapport à ce qu'elles produisent à aujourd'hui. Mais comme le marché est toujours en train d'anticiper à ce que l'entreprise va valoir demain, eh bien, ils se disent, finalement, elle est survalorisée par rapport à son potentiel de demain, puisque demain, potentiellement, on aura moins besoin d'elle, voire plus besoin d'elle. Donc, on est un peu dans une surinterprétation, je trouve, mais on est un peu dans cette surinterprétation de se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas sécuriser la distribution maintenant
encaisser sur des points assez hauts au niveau de ce que peut être une entreprise, et si finalement elle arrive elle-même à se restructurer, elle arrive à apporter quelque chose que ne peut pas apporter l'IA, elle arrive à collaborer avec l'IA ou des entreprises IA, on sera toujours à temps de revenir sur cette action-là, sur cette entreprise-là, mais si elle n'y arrive pas et qu'elle disparaît, on ne sera pas exposé. Et donc, en fait, c'est ce qui crée cette petite rotation que personnellement je trouve assez bénéfique. Finalement, elle est plutôt positive parce qu'on craignait une bulle sur l'IA. Hein, on disait, ben, finalement, on a des chiffres de consommation et on le voit encore dans les données macroéconomiques, dans les data, dans la hard data, on voit que quand même on a des chiffres qui sont pas super bons en termes de consommation et de consommateurs, mais à contrario, on a des prix d'entreprise qui sont élevés, on a des entreprises qui ont investi énormément en CAPEX, qui permettent de maintenir des données plutôt par contre vraiment nationales et macroéconomiques positives. Donc on l'avait vu, cette distinction entre ce que nous disait le ressenti terrain du consommateur et ce que disaient les chiffres généraux américains, hein, on va dire, en termes de PIB, en termes de productivité, etc. Et donc, quelque part, on s'était dit, est-ce que qui va rejoindre qui? Souvenez-vous, c'était ça la question de cette année, c'était qui rejoint qui. Et pour savoir qui allait rejoindre qui, il fallait que l'IA crache de l'argent. Donc, on avait cette peur que l'IA puisse être une bulle et finalement qu'elle ait fait gonfler le marché, qu'elle ait fait monter le marché toute statistique sur la consommation, et que si elle décevait, si elle devait décevoir, elle se perce et elle puisse faire exploser, en fait, elle soit l'arbre qui cache le désert finalement, plutôt que la forêt, puisque derrière, il n'y aurait rien eu, il y aurait eu le désert total, économique du moins. Et là, en fait, on a un marché pour une fois qui est prudent et qui se dit, en gros, cette IA, c'est génial, mais cette IA, elle est quand même déjà pricée de manière assez forte, avec des taux d'endettement qui sont colossaux, qui sont des CAPEX qui perfusent l'État, qui perfusent les données économiques. Et à côté de ça, on a un manque de consommation et des entreprises qui, elles, sont directement liées à la consommation, qui peuvent être exposées à cette IA. Et donc, regardez ce qui peut se passer. Si on prend, là, en journalier, vous voyez bien hein, ce que l'on disait en termes de... Attendez, je vais changer la fenêtre comme ça, vous allez voir. En termes de range, on voit bien que depuis un moment, on est dans le même gap, hein, parce que là, on était quand même sur septembre, hein, déjà, quand on a commencé à casser ce point-là, presque, si vous voulez, 25 250 depuis septembre, mi-septembre 2025, on avait commencé à venir sur ces zones. Donc là, on voit bien on voit bien la pesanteur, le range qui se crée. Et si on change d'indice, et regardez, si par exemple, on prend les 7 magnifiques, donc souvenez-vous, c'est les 7 plus grosses entreprises du Nasdaq 100 qui représentent quand même les 2 tiers, quasiment 2 tiers du marché, puisqu'ils représentent presque 60% du marché à aujourd'hui. Et donc, ces entreprises-là, donc Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Nvidia, Tesla et lequel j'ai pas dit, Apple. Et Apple, merci, représente 60% du Nasdaq. Et donc ça, c'est un ETF, hein, c'est une représentation cotée qui montre l'évolution de ces 7 entreprises de manière commune. Donc on peut bien voir, vous voyez, depuis 2023 à quel point elles ont explosé à la hausse, hein, presque doublé en fait finalement la valeur de l'ETF, même triplé même. Et là, on peut voir, regardez, que par contre, elles ont beaucoup de mal. Elles sont loin d'être sur leur point haut. Souvenez-vous, ça fait quelques fois que le dimanche, on s'attarde et on regarde le cours de Microsoft, le cours d'Amazon, le cours d'Apple, le cours de Nvidia, etc. Et laquelle est celle qui porte ces 7 magnifiques le plus? Est-ce que vous vous souvenez de laquelle c'était?
Mais je vois que vous avez tous pris plein de notes et que vous êtes tous à l'écoute. Personne ne se souvient? Laquelle c'est qui est la mieux valorisée? Merci Franck, c'est Google, tout à fait. Et donc, on a Google qui, lui, se maintient assez positivement. Et c'était lui qui était, quelque part, le seul dans une dynamique réellement haussière. On va le regarder. Et là, on peut voir que sur les GAFA, sur les 7 magnifiques, on avait quand même, à aujourd'hui, regardez, moi, ça me semble assez potentiellement évident, c'est-à-dire qu'on avait un point haut avec une pression baissière. Vous voyez, on avait fait ici un point bas. Après, on avait tenté de rebondir. On était revenu faire un plus bas, mais qui était quand même plus haut que le dernier plus bas. On a tenté de rebondir. Et là, cette fois-ci, on est quand même revenu casser ce dernier plus bas, casser ce point que l'on avait testé une fois, 2 fois, et donc 3 fois. Et là, hop, on l'a cassé. Et donc, on vient créer un plus bas, un nouveau plus bas annuel. Et donc, on est quand même réellement sur un indice qui a envie de corriger plutôt que de rester haut. Et donc, quel est le potentiel de cet indice, hein, tout simplement? Jusqu'où il peut aller, j'ai envie de dire, parce que chaque fois qu'il rebondissait ici sur le 61, quelque part 70, et là, il a réussi à le casser. Est-ce qu'il peut aller donc, si je vous montre comme ça graphiquement, où c'est que vous le verriez potentiellement pouvoir aller? Je pense que tout le monde est d'accord qu'on l'imagine bien revenir ici, dans cette zone, vers les 58, là, 59. Et donc, s'il devait revenir ici entre 57 là et 59, eh bien, imaginez la baisse que ce serait, parce que ça voudrait dire qu'en fait, les poids lourds qui représentent 60% du marché du Nasdaq le tireraient vers le bas et donc amènerait le Nasdaq vers le bas. OK? Et donc là, on va regarder qu'est-ce que c'est qui a pu permettre que finalement il y ait ce décrochage enfin et cette cassure enfin du seuil des 67. Eh bien, regardez la tête que peut avoir Google. Google, lui, qui revient tester ici, qui a fait pour la première fois depuis, regardez depuis quand, hein, pour la première fois depuis ici, donc pour la première fois depuis avril 2025, pour la première fois depuis un an, il a fait un plus bas, hein, puisqu'il est ici, il était sur des plus bas, mais depuis, regardez, il était toujours resté sur des plus bas plus hauts, sauf là un tout petit peu ici, hein, en septembre justement. Et donc, quand on regarde cette période de septembre, fin septembre, début octobre, regardez sur le Nasdaq quelle période ça nous donne. Ben, c'est exactement cette période-là où on était en train de revenir tester pour la première fois. Là, on est bien sur un jour. On était ici, fin septembre, début octobre. Voilà, c'était ici où on était revenu, ici, tester, faire un plus bas, vous voyez. Après d'aller rechercher un plus haut de tous les temps. Donc, on est quand même sur alors ça, je vais le virer parce que j'en ai pas besoin. Et non, c'est pas celle-là que je veux, bien sûr. C'est ça. Et donc, on est quand même sur un Google qui finalement permet, entre guillemets, à l'indice, à l'ETF des 7 magnifiques, de venir créer un nouveau plus bas parce que lui-même vient de tester le dernier point bas qu'il avait. Et donc, comme il est en train de créer, il est sur son plus bas annuel, il vient de casser le plus bas du mois précédent, il vient de créer un nouveau plus bas. Qu'est-ce qui peut se passer s'il casse cette zone-là, hein? Regardez, hein, ça peut faire épaule, tête, un petit rebond et épaule pour venir casser et potentiellement revenir plutôt vers ici. D'accord? Avec un point bas qui serait plutôt proche des 270 quand on a une valo qui a atteint quand même les 350 en plus haut sur de tous les temps. Donc, ça ferait quand même une baisse assez importante, hein, parce que 270 divisé par 350, ça ferait pas loin de 25%, 22,85 là. Donc, du coup, on sait que perdre plus de 20%, c'est pour le marché rentrer en bear market, rentrer en marché baissier. Alors, je ne dis pas que
Google va forcément rentrer en marché baissier, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, il peut, même s'il se met à rester, ça va être un enjeu clé pour lui de rester dans cette zone-là des 297, 200, 300 en gros, hein, des 300 $. Ça va être un vrai enjeu pour lui de rester dans cette zone-là, parce que s'il ne reste pas dans cette zone, il peut vraiment tirer le marché et faire plonger aussi le marché dans cette phase un peu baissière, alors qu'il n'y a pas de voie de panique. Et donc, si on regarde tous les autres des 7 magnifiques, on peut voir qu'il n'y en a aucun. Là, on est en phase de range sur Nvidia, ok, complètement. On a eu un point haut, mais depuis, on est en phase de range totale. Si on regarde Microsoft, n'en parlons pas. On l'avait vu ensemble. Voilà Microsoft, voilà la tête de Microsoft. Ok. L'enjeu de Microsoft, ben, ça va être de pouvoir potentiellement revenir sur son point de 1 an. Ok. S'il casse ça, eh ben, du coup, ça voudrait dire qu'il revient plutôt vers ici, plutôt vers le ventre mou qui est là. Ok. Donc, ils ont tous du potentiel, hein, encore, sans que ce soit alarmant, bien sûr. Regardez Amazon, ils viennent casser le seuil qu'ils n'arrivaient pas à franchir depuis. Ok. Cette semaine, hein, ça s'est fait cette semaine. Ça, alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je trouve ça bien? Parce que ça s'est fait cette semaine, mais pas sur des grosses bougies inarrêtables de 100 points à la baisse. Vous voyez, c'était des moyennes assez, des bougies finalement assez contrôlées. Hein. Ce n'était pas un vent de panique sur le marché. On a eu des baisses contrôlées, 0,50, moins 1, mais un cumul comme ça, en cumul tous les jours, eh ben, ça fait du moins 5 sur la semaine déjà. Donc ça va vite. Et donc, on a Tesla, regardez, Tesla, boum, profil baissier, hein, avec les SMA, là, les moyennes mobiles qui veulent se croiser. Regardez Amazon, quand même, je vous montre les moyennes mobiles, elles sont ici, tac, tac, là, en pointillé, elles sont vraiment au seuil de croisement, alors qu'il a déjà pas du tout une belle tête, ok. Qui c'est qu'on n'a pas fait? Apple. On va faire Apple. Voilà Apple, ok. Apple, lui reste à aller chercher son point bas, là, encore. Mais depuis, en 15 jours, il avait remonté quand même pas mal de pertes parce que suite il avait eu un travail à la baisse sur l'action. Il y a eu un beau rebond suite aux publications. Mais là, boum, regardez, en 3-4 jours, là, il a reperdu quasiment ici, depuis le 27, là, ici, allez, depuis le 2 février, 15 jours de hausse. Voilà. OK. Il a reperdu en 2 jours, 15 jours de hausse. Donc, il peut repartir, tac, ici, regardez les lignes SMA, elles ont fait hop, comme ça, et elles ont fait un schéma, vous voyez, hop, hop, poum, souvent, c'est ce que ça fait. OK. Donc, on n'a pas un marché qui nous donne des signes de gros rebonds potentiels. Voilà. Et ce que je trouve quand même hyper intéressant, c'est que si on prend le Nasdaq donc en 1 heure, il peut revenir tester. On voit bien qu'il a essayé de rebondir vendredi et il peut essayer de revenir tester les points bas, le plus bas de l'année notamment. Et si je le mets, regardez, en 1 heure, ici, voilà mes lignes SMA. Je ne sais pas si vous les voyez parce que peut-être elles ne sont pas assez grosses. Je vais essayer de les tracer, épaisseur. Alors, on va me faire ça. Voilà, là vous la voyez peut-être mieux. Vous le voyez mieux là ou pas? Épaisseur 4 comme ça. Moi, d'un ou l'autre, je vois très bien. Bon, ben voilà. Alors, vous voyez ici, hop, on était sur une phase baissière. Vendredi, regardez ici, vendredi 15h, bam, on a une bougie là avec le corps complètement écrasé. Le marché se retourne et le marché se retourne. Il touche ici, regardez le point pivot journalier, mais il touche aussi la ligne de la moyenne mobile ici, qui est une moyenne mobile de 50 jours. OK. Il touche pile la moyenne mobile 50 jours. Et il se retourne et il n'arrive pas en fait à passer au-dessus pour essayer de casser l'inversion de tendance. Donc potentiellement, ça veut dire que il va falloir qu'il retravaille. Ça. Il va avoir du mal. Alors soit pour pouvoir s'inverser, il faudrait qu'il nous crée
un magnifique W, mais ce qui va avoir beaucoup de mal, parce qu'en journalier, il n'a pas donné du tout cette tendance-là. Regardez, si je vous remets le journalier, je vous le montre en 1 heure, parce qu'on voit bien qu'il a touché ici pile la zone, mais si on le met en journalier, ici, vous allez voir que on ne voit même pas, vous voyez, qu'il est venu. Il n'a même pas fait, ici, une mèche vers le haut. Vous voyez, il serait revenu vers les 25 150 ou 200, on aurait pu dire qu'il avait tenté l'inversion. Là, il n'a même pas tenté. Donc là, ça va être dur pour lui de venir le créer, ce W. Vous voyez, il peut essayer de le créer, mais il va falloir qu'il y ait un élément. Parce que pour qu'il puisse venir ici, hop, hop, et là, il bougie d'inversion et il repart à la baisse. Il va falloir ici que l'on ait rapidement une bougie d'inversion, parce que s'il repart vraiment à la baisse, tester la zone, et ça risque de faire plutôt un plus haut, plus bas, avec un appel vers le plus bas, que une tentative d'inversion. Vous voyez, les lignes SMA, elles ont tendance à vouloir repartir comme ça. Si on les suit, hein, on voit bien le dessin, là, tac, hop, et là, elles tirent un peu plus vers le bas que d'être dans cette, par exemple, dans cette phase-là, vous voyez, où on voyait que là, hop, elle pousse, vous voyez. Quand on est là, hop, on avait ça, ce creux-là, vous voyez, mais elle restait pas trop dans le creux. Celle-ci creusait, mais celle-ci non. Là, on a les deux qui commencent en fait à aller vers en bas. Et donc, potentiellement, c'est comme quand on est sur le graphique, si elles se croisent, elles peuvent les deux amener à un prix qui descend, hein, puisque ça voudra dire que la moyenne mobile 50 jours vient croiser la moyenne mobile de 100 jours et donc la fait baisser. Voilà. OK. Donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'on peut avoir encore un marché qui soit baissier. Maintenant, ben, ça, comme c'est ce qu'on regarde depuis quelques temps, hein, finalement. Donc, c'est pas très grave parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit que est-ce que ce serait vraiment inquiétant si on a un marché qui revient dans cette zone-là, vous voyez, qui viennent tester ici le 23 000 et qui vient en point bas tester même le 22 000 ici quelque part. Est-ce que ce serait vraiment inquiétant quand on se dit que il y a tout simplement 1 an, regardez, avril 2025, on avait créé quand même notre point bas de l'année 2025 à 16 640 points. Donc, est-ce que si en avril 2026, on est à 22 000 points, c'est inquiétant? Ça voudrait dire que quelqu'un qui est rentré par là, même à 17 500, en 1 an, il a quand même fait une belle plus-value. Donc, pas non plus hyper inquiétant. Si je suis à 22 000 et que je suis rentré à 17 000, j'ai quand même 30% de plus-value sur 1 an. 30% de rendement à 1 an, c'est quand même bien. Et donc, pourquoi je vous dis pourquoi on peut avoir ce schéma-là? Parce que, comme je vous disais, pour moi, on est plutôt dans une distribution, on est plutôt dans une phase de marché où on a envie de sortir du marché, où on a envie d'encaisser des plus-values en se disant, ben, je vais voir ce qui se passe avec notamment les potentielles entreprises qui pourraient être tuées dans ce potentiel changement de cycle avec l'IA, et donc je reste à l'abri en attendant. Et en plus, en attendant les solutions que peuvent apporter la Fed. Regardez le Bitcoin. Le Bitcoin, il vient clairement de casser une zone clé là qui était très forte du mois précédent vers les 80 000. Il vient de la casser, il teste son plus bas à 60 000. Le Bitcoin, il a perdu plus de 50% de sa valeur. Hein. Il était au mois d'octobre à 126 000, il est à 60 000. Bon, c'est un indicatif très, comment dire, un actif, pardon, très volatile. Donc, c'est normal qu'il ait perdu énormément plus que le Nasdaq, mais il est quand même dans une zone clé. Si quelqu'un a du Bitcoin ou traite du Bitcoin, rentrer dans le Bitcoin à 50% de la valeur la plus haute qu'a atteint le marché, est-ce que c'est déconnant? On ne peut pas se dire que c'est déconnant. Soit en fait,
on se dit, je pense que c'est un actif qui peut disparaître et ne servir à rien parce que finalement, on n'arrivera pas à s'y adapter. Mais si on croit au projet crypto-monnaie, avoir du Bitcoin à moitié valeur du plus haut atteint, on sait bien que le 120 000 ou le 100, si on coupe la poire en deux à 120, ne sera pas un plafond inatteignable dans la suite des années à venir si le Bitcoin continue d'exister. Hein, voilà. Donc là, on est quand même plutôt, vous voyez, dans ça, par exemple, c'est vraiment pourquoi je vous montre le Bitcoin alors qu'on n'en parle pas d'habitude, mais c'est parce que c'est un actif à risque énorme, d'accord, très important. Et donc, du coup, quand on a un actif comme ça, très, très risqué, on va dire, qui coupe sa valeur de 50%, en fait, ça montre bien qu'on est sur une rotation et qu'on quitte les choses les plus à risque. D'accord? On quitte les choses les plus à risque et regardez vers quoi on va. On va vers le Dow Jones. Le Dow Jones qui, lui, est l'indice que, quelque part, c'est les sociétés qu'on a depuis, voilà le Dow Jones. Vous voyez, depuis avril, ici, avril 2025, mars 2026. Voilà le Dow Jones. OK? Dow Jones, lui, il n'est pas du tout sur un plus bas, plus bas. Regardez. Il vient de faire son record, lui. Ici, la semaine dernière, le 10 février, il vient de faire son record. Record de tous les temps. 50 000 points. Pourquoi? Parce que là, on est sur des sociétés phares qui ne seront pas exposées à l'informatique. Si tu es, je vous dis n'importe quoi, mais si tu détiens du Coca-Cola, bon, l'IA, si tu veux, normalement, ils ne vont pas se mettre à faire des sodas. Hein. Donc, au contraire, l'IA, ça va peut-être pouvoir t'aider à économiser au niveau des chaînes de production, au niveau des outils, de toute la production, en fait, de l'économie, en fait. Donc, c'est plutôt positif pour toi. Donc, c'est pour ça que le Dow Jones, lui, continue de grimper, parce qu'en fait, finalement, ce changement de prisme, alors que quand le Nasdaq, lui, grimpait en flèche, le Dow Jones, il montait, ok, mais vous voyez, il avait des phases, des fois, de latéralisation que n'avait pas le Nasdaq, des fois pendant un petit moment. Lui, il a profité depuis le début de l'année, depuis même fin d'année dernière et début d'année, d'une hausse assez forte parce que il se retrouve à ce que le marché s'intéresse à ces actifs, s'intéresse à ces entreprises qui sont des entreprises qui devraient pouvoir profiter de l'IA pour réduire certaines parties de charge, mais qui ne devraient pas subir l'IA pleinement parce que ça ne va pas changer leur structure, changer leur manière structurelle de business ou changer leur business ou potentiellement être un concurrent pour eux. Voilà. Potentiellement ne pas être un concurrent pour eux. Comment faire pour lutter contre l'IA si demain l'IA se met à faire, de la gestion de comptabilité? Bon, t'es mal, quoi. Voilà. Donc, cette semaine, s'il n'y a pas de questions, on va faire le lien. On avait quand même dit, tiens, on va revenir dessus. Hop, c'était intéressant, je pense. Il est où, notre petit Nasdaq? Hop, il est là. Hop. On va le mettre en 1 heure, allez. En 1 heure, on va l'avoir ici de lundi. Lundi. Lundi, on était le 9. Ici, hop, lundi 9. Lundi 9. Et donc, c'était par là même. Voilà. Donc, lundi 9, on avait dit pour les copains qui avaient démarré que si on n'était pas loin de ouverture au-dessus de 25 250, on a bien eu à minuit l'ouverture au-dessus de 25 250. On va la trouver là si on veut. Hop, la bougie de minuit qui revient là pile au-dessus de 25 250. D'ailleurs, la première touche, après on en a une plus petite ici. Donc voilà, la première ici, elle va à 291 et l'heure d'après, donc elle monte et après elle retravaille plutôt à la baisse. Quand elle fait ça, on avait dit 6 ouvertures à 15h30 vers les 25 150. Alors, un retour sur 25 000 et rebond. Donc là, on a bien eu
15 heures, ici, peut-être même on va se mettre en 30 minutes, regardez, ce sera plus sympa pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Hop, donc du coup, ici, on était par là, 15h30. Là, hop, voilà, ouverture du marché, 15h30. On voit bien, on n'était pas très loin hein, du 25 150 justement. Et on est bien revenu, vous voyez ici, 970. Et boum, on a rebondi complètement. Donc, rebond fort sur toute la journée, hein, assez intéressant, puisque on est venu chercher le plus haut de la semaine finalement, hein, 25 400. Dans cette journée-là que l'on n'a jamais réussi à franchir de la semaine. Voilà. On s'était marqué après donc reste de la semaine dans un gap sur 3 zones. Hein, donc on avait dit qu'on serait bloqué entre 250 et 500. Et donc si baissier, alors 24 800, 24 685, 24 685, il a très bien marché. Je ne sais plus quel jour c'était sur l'ouverture, mais il a fait le job un moment. Je crois même que c'était vendredi, hein, non? Il me semble, puisque j'avais eu Richard et ouais, je crois que c'était vendredi, Richard et Jean-Luc en live qui m'ont demandé pourquoi. Ben parce que tout simplement on l'avait marqué. C'était des piégeurs aussi, moi j'avais marqué. Je sais pas pourquoi. Le 24 7,5. Ouais. Et piégeur. ben regarde, je crois qu'il l'a percé le 24 7,5. Alors je sais pas, mais en tout cas en 1 heure, il n'a pas rebondi dessus du tout, ça c'est sûr. Il est revenu après le chercher quelques heures plus tard, mais en 1 heure c'était 21h30. Donc je sais pas, jeudi 21h30. Je sais pas si toi tu l'as pris le 7,5 peut-être. Il fait un point bas à 721. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre cette semaine? Je pense pas, moi je vais pas m'attendre à un retournement en W, je vais plutôt m'attendre à, vous voyez, ces lignes SMA, là, regardez, là, tac, vous voyez cette petite inversion, là, la ligne SMA, je trouve qu'on le voit très très bien ici, voilà, elle a tenté le rebond, là, hop, et là, pac, il y a eu vraiment la marche, et là, celle-ci qui est plus souple, hein, puisqu'on est en 100 jours. Donc, cette marche-là, comme ça, me fait penser qu'on va avoir ici, on va chercher le croisement, et on peut descendre, surtout si, alors il arrivera un peu tard parce que le PCE arrivera en fin de semaine, hein, il arrivera plutôt enfin il arrivera vendredi, mais justement demain c'est férié, donc pas trop, pour moi, pas trop de news, je vois pas comment en jour férié on pourrait casser le point bas là du 24 500, vous voyez, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller recréer un point bas plus bas sur je vois pas comment on pourrait venir casser des nouveaux points clés plus bas de la semaine dernière, ou vous voyez des S1J et tout ça en jour férié. Donc peut-être plutôt rester demain, parce qu'on le sait, il n'y aura pas énormément non plus de volume. Mardi, les tendances de l'emploi, il faut qu'elles soient bonnes aussi, hein, parce que si elles sont un petit peu elles dénotent un changement économique ou quelque chose qui peut laisser penser que justement, si elles sont bonnes, pardon, comme là elles ont été dans la semaine, et que donc on a un bon chiffre sur l'emploi, pardon, et que du coup on va se dire la Fed va pas se presser de baisser les taux puisqu'elle a un bon chiffre sur l'emploi et l'inflation qui baisse. Pourquoi voulez-vous qu'elle se presse à baisser les taux? L'inflation elle-même qui descend génère de l'emploi. En fait, c'est ça qu'a conclu le marché. Pourquoi la consommation n'était pas bonne, mais les chiffres de l'emploi étaient bons? Parce que finalement, l'inflation a baissé. Donc, si on a des chiffres de l'emploi qui sont mauvais, le marché peut se dire « Ah, ben tiens, la Fed va devoir intervenir ». Si les chiffres de l'emploi sont bons, ça devrait faire se dire rien ne va imposer à la Fed d'intervenir puisque du coup, il y a moins d'inflation et l'emploi ne le subit pas. Donc, on peut avoir ici des petites corrections. Alors, on va regarder un peu les zones intéressantes, mais
Ça peut décrocher vite. Hein. Et après, mercredi, on n'a pas grand-chose, pour pas dire quasiment rien. Jeudi, des chiffres encore sur l'emploi. Et donc, vendredi, le PCE. Alors, qu'est-ce qu'on va se marquer là? Hop. On peut avoir. Donc, si baissier, on avait dit 24 500, 525. Donc, S1J, ici, maintenant, on l'a plutôt à 600. Vous voyez? Donc, peut-être que lundi, à mon sens, on peut revenir vers le 600. Ça nous ferait perdre pas loin de 200 points. C'est cohérent. C'est parce que c'est férié et que normalement, il ne devrait pas y avoir de raison qu'on se mette à aller tester vraiment le point vers le 500. Donc, pourquoi pas peut-être le 600 avec les Européens qui seront ouverts, qui peuvent plutôt travailler à la baisse. J'imagine mal qu'on aille plus bas que ça. Plutôt peut-être même vers le 700. Vous voyez, si on reste finalement après entre 650 et 700, ça serait cohérent. Donc, on va se l'écrire. Hop, moi je vois bien. Donc, ouverture. Hein, ouverture plutôt vers 720, plutôt. Vous voyez, peut-être 720, 700. OK. Ouverture là à minuit. Hein. 24 700. Et potentiellement en séance fériée. Donc, moi je ne traderai pas demain, mais en séance fériée, 24 600 en touchette ou, voyez, ou 650 et après qui reste dans ce range. Hein, 24 600. Mardi, donc avec un petit chiffre, donc mardi sur les tendances de l'emploi. On peut, si l'emploi est mauvais, on pourrait essayer de générer le W qu'on disait. OK. Si l'emploi n'est pas mauvais, mais avec beaucoup de mal, hein, parce qu'on voit bien qu'il a une pression baissière sur lui, hein, finalement. Mais si l'emploi n'est pas mauvais, on peut continuer à avoir cette pression baissière qui nous permette de revenir tester les 24 500 par exemple. Vous voyez? Donc, mardi, selon l'emploi, 24 500, voire donc 24 350, ou nouveau test, on va mettre nouveau test du 24 là sur la zone là, vous voyez de la ligne de la moyenne mobile, plutôt proche des 25 000 en fait, hein, 24 950 certainement d'ici là, ou 24 900. On va se mettre plutôt 24 950. Si on est vers les 650, ça nous ferait dans les 250 points, 1% de hausse, c'est pas mal. Si on a mercredi, donc on a rien, hein, quasiment. Le GDP, ça devrait être du gros range, d'accord. Donc, selon la zone, gros range dans les 150 points de range, je pense. Voilà. Jeudi, inscription au chômage. Donc là, si l'emploi, pareil, hein, si l'emploi est mauvais, on reviendra donc sur le haut de la zone. Hein. Le haut donc des 25 000 en point haut. Moi, je pense, max. Hein. Donc là, parce que là, vous voyez, plus bas du mois précédent, regardez, là, c'est intéressant. Pourquoi 25 000? Parce que plus bas du mois précédent, 25 025. Plus le S1M, 25 013 et la R1J, elle sera à 25 006. Donc, je pense que vraiment, quand même, on aurait du mal quand on va arriver vers l'intérieur du W, là. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être très difficile. Ça risque d'être dur parce que ça voudrait dire qu'il génère un W. Ça risque d'être dur. Et en un jour, où c'est qu'il se situerait ce 25 000? Est-ce qu'il se situe? Non, vous voyez, il faut en un jour, il faut qu'il aille chercher 25 500 hein, pour vraiment nous créer un W.
Ouais, donc on peut. 25 000, pour moi, ça va être une zone vraiment pas facile. Jeudi et vendredi, en fait, alors ça, c'est si l'emploi est mauvais. Si l'emploi est bon, alors on aura dit qu'on va se dire si on était vers 24 500, comme on disait, on peut revenir à 24 250, hein, 250, on va le retester, voire 200 même. On peut tester un poil plus bas, vous voyez, ouais, comme ici, là. Là, on avait testé les 24 000 en novembre. Là, 24 000, on peut venir le tester. 24 150, vous voyez, comme sur cette mèche-là, par exemple, le 10 octobre, 158, donc 24 150, on peut venir le tester. On a une S3J à 180, plus bas de l'année à 239. On peut revenir tester le plus bas de l'année. Hein. Donc ça, c'est si on a un cumul mardi, jeudi mauvais, d'accord? Moi, j'avais mis 24 239 75, plus bas du mois la semaine dernière. C'était de l'année, en fait. Plus bas de l'année. Ouais, ben plus bas, oui, la semaine dernière, parce que c'était le plus bas du mois de janvier, puisque l'année, elle démarre. D'accord. Du Ok. coup, c'est le plus bas de l'année, du mois et de la Oui, semaine, tu oui, vois, oui. puisque l'année Exact. elle démarre. Exact. Pardon. Donc, s'il revient sur cette zone, forcément, il aura envie de créer le plus bas plus bas. Hein. Donc, pour moi, il va la casser hein, s'il revient dessus. Et il va au minimum aller sur le 150, quoi. Hein. Voire le 140, 100 points plus bas. Donc, si on a un cumul entre mardi et jeudi, on peut revenir sur le 24 150. Tout dépend d'où on part, forcément. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que si, forcément, par contre, si jeudi, on part plutôt d'un range de 24 600, vous voyez, 24 600, 24 900, forcément, si on se met à perdre, ben, on va plutôt reprendre les 24 350, vous voyez, en point bas, 24 500, parce que ça nous ferait perdre quand même déjà entre 2 et 3%. Vous voyez, donc ça va dépendre de où on part. Mais les zones clés seront ça. Si mercredi, on est dans un range, donc là, si on fait la séance fériée, on l'a fini à 24 600. Mardi, imaginons qu'on a des chiffres de l'emploi qui nous ramènent à 24 800 ou 24 900 et que mercredi, on reste dans ce range-là, entre 800 et 900. Jeudi, ça peut faire donc de 24 800 revenir à 24 500 du coup. Et si par contre on démarre, on fait l'inverse, on est à 24 600, mardi on descend vers 24 300, mercredi on va rester entre 300 et 400, et jeudi du coup on va aller jusqu'à 24 150 puisqu'on partira de plus bas, hein, tout simplement. Ok. Et vendredi, là c'est vendredi, c'est là où tout se joue quelque part. Soit vendredi, le PCE qui sort indique une inflation plus forte qu'attendue, et là on cassera, à mon avis, on cassera les 24 000. Hein. On va casser les 24 000. On peut aller directement chercher les 24 800 potentiellement. Vous voyez, ça ferait, si on compte de 150, après même il peut perdre beaucoup plus. Hein. Ouais, on peut même aller chercher beaucoup plus bas. Hein. On peut revenir vers ici, hein, vous voyez, vers 23, 600, 23 700, 23 500 hein, même. Hein. D'accord. Sur un mauvais chiffre inflation. Avec en plus, ce qui me plaît, c'est qu'on aurait, regardez là, un nouveau point bas ici, un nouveau filet de sécurité. On peut venir toucher presque les 23 000 là, vous voyez, comme il a fait ici, là, plusieurs fois. Et après, en séance, hop, ressouffler un petit peu et revenir plutôt vers les 23 300. S'il part de 24 150, hein, bien sûr, hein, vendredi. S'il part de 24 500, je ne vous dis pas qu'il va perdre 1000 points. OK. Donc voilà. Donc, ça aussi, on va se l'écrire. Hop, hop, je vais l'écrire comme ça. Donc, vendredi, selon d'où il part.
Et à l'inverse, si le chiffre d'inflation soulage le marché, il peut, pour moi, il aura beaucoup de mal à inverser la tendance, à revenir tester là, les 26 000 comme il a fait, vous voyez, fin janvier, à revenir tester même les 25 500 comme il a fait dans la semaine, plus haute semaine, vous voyez, 470. J'imagine mal qu'il revienne là-dessus. Il faudra déjà créer cette inversion là, vous voyez, cette inversion de bougie rouge là qui était pile sur le point pivot semaine, le 25 150 va être extrêmement dur pour lui à passer à mon avis. Voilà. Ok. Donc ça on va se l'écrire. Si selon d'où il part, potentiel target 23 000, donc on a dit en baissier, on a dit 23 000, 23 000 avec rebond pour après revenir plutôt vers plutôt vers le 200, le 250, 350. Pour rebond à 23 250, 23 350. Et si retournement haussier, attention, plafond au 25 150. Hein. Pour moi, le 25 150 va lui être très très dur, honnêtement. Ok. Donc, et le 25 250, n'en parlons pas. Forcément, regardez le 25 250. De toute façon, il aura beaucoup de mal à s'inverser sur ces deux points-là. Même le 200, déjà, ce sera dur. Allez. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on est bon? Ah ouais, parfaitement clair. Tant mieux. Allez, mais du coup, on va couper. Est-ce qu'il y a des questions?